Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire. Ce matin sur TV5 Monde, vous savez que nous diffusons cette émission dans 200 pays et dans de multiples langues. Mon invité politique ce matin, c'est Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Bernard Cazeneuve. On ne vous voit pas à la télévision, on vous voit très peu à la télévision. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dans une période particulière de confusion, je dirais même d'avachissement des institutions, et que je n'ai pas envie de participer de cet exercice qui consiste à aller tous les jours à la télévision pour être sûr qu'on m'oublie pas. Ça ne sert à rien. Il faut y aller de temps en temps quand on a quelque chose à dire, et avec la seule et unique préoccupation, quand on s'exprime, d'être utile au pays. Être utile au pays, ça veut dire être utile à son unité, essayer de créer les conditions de son indivisibilité dans un contexte où le pays est soumis à de rudes épreuves budgétaires, épreuves internationales, tensions en son sein, difficultés institutionnelles. Donc je crois que le rôle d'un responsable politique, c'est de parler peu et de parler avec la seule préoccupation du pays et pas la préoccupation de lui-même. C'est la raison pour laquelle je suis assez peu présent, c'est vrai, sur les chaînes de télévision et de radio. Alors, on vous remercie d'autant plus d'être présent sur TV5 Monde ce matin avec nous. D'ailleurs, Wikipédia a anticipé ce que vous dites aujourd'hui, puisque elle indique dans votre fiche Wikipédia que vous êtes en retrait de la vie politique. C'est pas vraiment vrai, parce que vous circulez beaucoup dans le pays, vous consultez beaucoup, vous êtes à l'écoute. Je rappelle que vous avez quitté le Parti socialiste quelques heures après la conclusion de son accord avec la NUPES. Vous y étiez depuis 35 ans. Ça a été une déchirure ou pas ? Oui, sur le plan personnel. Ça a été une immense tristesse. Et d'ailleurs, je reste socialiste. Je dirais même que j'ai quitté le Parti socialiste pour le demeurer. Lorsque le Parti socialiste a décidé de faire cette alliance, il y a de cela quelques années, avec la France insoumise, j'ai considéré que, compte tenu de ce qu'était son histoire, compte tenu de ce qu'avaient subi un certain nombre de ces grands leaders, je pense à Blum, je pense aussi à Mendès France, qui était au Parti radical, mais qui était un des grands leaders de la gauche de gouvernement. Qui a pleuré le jour de l'investiture de François Mitterrand. Vous le décrivez dans votre livre. Qu'on ne pouvait pas s'allier avec une force dont je pressentais, et je pense que ce qui s'est produit depuis ne m'a pas donné tort, que nous serions dans l'outrance, que nous serions dans l'organisation de la confrontation sur tous les sujets, que nous serions dans une stratégie face à cette organisation dominante à gauche qui engendrerait un processus de montée en puissance du Rassemblement national par réaction, et alors que notre rôle était de créer les conditions du rassemblement le plus large possible des Républicains pour le combattre, et que si des épreuves venaient à se présenter, ceux qui étaient à la tête de cette organisation n'auraient pas la préoccupation de l'intérêt supérieur du pays, mais la préoccupation d'eux-mêmes. Et ce qui s'est passé au soir du second tour des élections législatives, lorsque Jean-Luc Mélenchon est arrivé à la télévision pour expliquer qu'alors que le nouveau Front populaire était arrivé en tête, mais n'est pas en situation de gouverner seul, qu'il allait appliquer l'intégralité du programme avec seulement des ministres du NFP, et que si tel n'était pas le cas, on engendrerait un processus de destitution du président de la République, j'ai compris que nous étions vraiment définitivement et pour toujours dans la politique du pire. Or, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas ce ne sont pas nos convictions, et ce n'est pas le rôle que les Français attendent de la gauche de gouvernement dans ce pays. Bernard Cazeneuve, quand vous voyez Bernard Arnault qui rentre des États-Unis, qui stigmatise l'ambiance qu'il y a dans le pays, l'ambiance dans laquelle il trouve la France en rentrant, est-ce que ça pose pas tout de même un problème, cette ambiance ? Quand on va dans les pays européens, ça va pas forcément mieux qu'ici, mais on trouve que l'ambiance y est meilleure, les autres pays européens. Quelle perspective tracer quand on a été à la tête du pays, c'est votre cas, et que vous auriez pu être amené à y revenir ? D'abord, je ne pense pas que notre pays soit le seul confronté à un problème de climat, d'ambiance, de confiance en lui. Et même des pays comme les États-Unis ont donné, à travers le discours de président Trump au moment de son investiture, une image d'eux-mêmes qui pourrait ne pas nous laisser tout à fait sereins quant à l'avenir de ce pays, à la capacité qui serait la sienne. Un grand patron s'exprime comme ça, oui, et alerte. Est-ce que ça vous pose problème ? Je pense qu'il y a un contexte dans le pays qui est un contexte extrêmement difficile, que ce contexte difficile résulte de la juxtaposition de plusieurs sujets, qui sont d'ailleurs autant de défis que nous avons à relever. Je commence par la situation budgétaire et financière du pays, parce qu'on a
toujours tendance en France à minorer cette question au motif que les choses finiront toujours par s'arranger, mais ce problème me paraît déterminant de nature à gréver durablement la possibilité pour notre pays de redresser son industrie et son économie. Et on voit que l'importance de la dette, l'importance du déficit, mais surtout l'importance de la dette nous prive de la possibilité d'avoir les marges de manœuvre qui nous permettraient d'investir dans ce qui fera la réindustrialisation de notre pays, qui par ailleurs est la condition d'une politique de répartition garantissant le maintien de l'État-providence. Nous avons une situation européenne extrêmement dégradée, nous avons un affaiblissement de la France au sein de l'Union européenne, nous avons une parole de la France à l'international qui est devenue inaudible, et nous avons, et je pense que ça les Français en ont conscience, et notamment ceux qui en France sont à la tête d'entreprises où ils travaillent, un processus de désindustrialisation qui s'accélère avec des plans sociaux qui augmentent, un nombre de Français inscrits à France Emploi qui augmente, et tout ça est quand même très préoccupant. C'est Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui fait le plaisir d'être notre invité ce matin. Il est extrêmement rare à la télévision et nous allons passer une heure avec lui en direct. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes éditorialiste à Ouest France, éditorialiste spécialiste de la politique, et puis vous avez lu Mauriac. Mauriac de Bernard Cazeneuve. Mauriac de Bernard Cazeneuve. Oui. Je l'ai lu en détail. J'ai trouvé ça un excellent livre. Vous confiez beaucoup. On apprend que vous avez découvert François Mauriac à l'âge de 9 ans. C'est l'âge où les enfants lisent plutôt Tintin, Fantomette, le Club des 5. Et vous êtes un été chez votre grand-mère paternelle à Nîmes. Dans sa bibliothèque, vous trouvez Le Nœud de vipère de François Mauriac. Vous pensez que c'est un livre sur les reptiles. Et vous découvrez François Mauriac à cette époque. Et cet auteur ne vous a jamais quitté. Il vous a accompagné tout au long de votre vie, toujours aujourd'hui. Comme d'autres d'ailleurs, oui. Comme d'autres. Il occupe c'est par cet auteur que j'ai pris goût à la lecture et que j'ai commencé à découvrir une grande partie de la littérature française, étrangère, du 19e et du 20e siècle. Alors vous parlez beaucoup du bloc-notes. Le bloc-notes de François Mauriac, ce sont les chroniques journalistiques qu'il a tenues entre 52 et 70, la date de sa mort. Le regard acerbe, affûté qu'il avait sur ses contemporains et sur la vie politique de notre pays. À votre avis, qu'est-ce que François Mauriac aurait écrit ou écrirait aujourd'hui s'il avait la possibilité de voir le spectacle politique français ? D'abord, le spectacle qu'il décrit dans le bloc-notes, notamment sous la 4e République, ressemble étrangement à celui que nous connaissons, puisqu'en réalité, on a réinstillé dans les institutions de la 5e République l'esprit et les mauvaises habitudes de la 4e. Il y a un processus d'avachissement institutionnel et politique auquel nous assistons et qui donne le sentiment désormais que nous sommes revenus aux pires heures de la 4e République, avec une recherche constamment à travers des compromis et des combines d'arrière-boutique et d'appareils de possibilité de se maintenir. Bon, ça, c'était emblématique de la 4e République. Sauf il manque autour du budget. Il manque à la 5e République les talents, la 5e République actuelle, un certain nombre des talents qui étaient sous la 4e République et qui parvenaient malgré tout à donner à certains débats, bien entendu, à donner à certains débats de la qualité et de la hauteur. Bon, nous en sommes là pour multiples raisons, un effondrement des partis, un cynisme d'une partie de la classe politique, le processus de numérisation qui fait que pour 3 minutes sur les chaînes d'information, on continue pour augmenter le nombre de ses followers. On préfère l'usage de la phrase brève au service des idées courtes à la pensée profonde et dense. Bref, tout ça pourrait nous conduire à disserter longtemps. Et je pense que Mauriac aurait porté sur la classe politique actuelle le même regard que celui qui portait sur la classe politique de la 4e, lorsqu'il qualifiait le MRP d'un tramway nommé pouvoir, lorsqu'il stigmatisait Bidault accroché aux grilles du Quai d'Orsay, lorsque celui-ci ne voulait pas quitter le ministère des Affaires étrangères et essayer d'être de tous les gouvernements. Il aurait pu qualifier certains qui exercent des responsabilités, comme il avait qualifié Joseph Laniel, en disant il y a dans cet homme-là du lingot. Bon, donc c'est quelqu'un qui avait un regard extrêmement acéré, assez féroce sur la classe politique de l'époque, et je pense que compte tenu du spectacle actuel, il aurait de quoi croquer un certain nombre de portraits. Il a eu une citation, une réflexion à propos de mai 68. En mai 68, oui. il a dit « Je ne crois pas qu'il y ait plus de haine chez nous aujourd'hui qu'au bon vieux temps. La guerre civile y a été froide ou chaude selon les époques, mais perpétuelle. » C'est pas dans votre livre, mais aujourd'hui,
suivant la pensée de François Mauriac, pour vous, la guerre civile, quel est le degré aujourd'hui en France? Non, mais il y a une tension perpétuelle en France pour des raisons qui tiennent aux conditions dans lesquelles la nation a surgi. On a une construction politique particulière. L'État préexistait à la nation s'est incarnée dans l'État. La Révolution a joué un rôle considérable dans le surgissement du fait national en France, et la République a donné à la nation et à l'État un sens. Et toutes ces notions, République, État, nation, sont aujourd'hui confrontées à une crise de sens extrêmement profonde. Il est vrai que c'est toujours la tension qui a présidé aux réformes en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Mauriac le souligne dans la citation que vous venez de lire, mais d'autres grands historiens l'ont évoqué aussi, lorsque Michel Vinocq évoque la fièvre hexagonale, en expliquant à travers une succession d'événements historiques comment la tension a toujours présidé à la transformation sociale plutôt que l'esprit de compromis et de réforme. Tout cela est juste. C'est une singularité. Là, le curseur est très haut en ce moment. C'est une singularité. Le curseur est très haut, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis, pour ce qui me concerne, toujours dans la recherche de la nuance, de la modération et du compromis, pas simplement par tempérament, mais aussi par nécessité, parce que, compte tenu de ce qu'est l'histoire de notre pays, et compte tenu de la propension de notre pays, parfois par la violence, à essayer de sortir des crises, je pense que le rôle d'un responsable politique, c'est d'essayer d'éviter cette tension et cette violence pour essayer de faire émerger des solutions. Alors, avant que la violence ne les impose par la confrontation sociale ou politique. Cet automne, en novembre, vous nous aviez annoncé qu'avec votre mouvement politique, la Convention, vous entrepreniez un tour des régions à l'écoute des Français. Vous en êtes toute cette tournée, et qu'est-ce qui remonte du terrain? Qu'est-ce que vous percevez du pays? Bon, d'abord, cette tournée, j'y tiens beaucoup. Je fais cette tournée discrètement, mais je vais un peu partout. Je suis allé à Saint-Nazaire, je suis allé en Haute-Garonne, je suis allé dans le département de la Drôme, je vais me rendre prochainement dans le département de l'Isère à Grenoble, j'irai dans le département du Gers, je me rendrai à Bordeaux, j'irai dans le département du Nord. Qu'est-ce qui vous remonte? Et donc j'étais à Rennes samedi dernier. Ce qui me remonte, c'est plusieurs choses. D'abord, une très grande lucidité des Français sur les problèmes auxquels le pays est confronté. Et par conséquent, la mesure par eux du décalage considérable qui existe entre ce que semblent être les préoccupations de la classe politique à travers les questions d'appareil, de stratégie, etc. Les Français, eux, sont imprégnés de la gravité du moment, sur le plan économique et budgétaire, j'en parlais tout à l'heure, sur le plan de l'affaissement institutionnel qu'ils ressentent. Je n'ai jamais senti les Français aussi inquiets pour l'avenir de leur pays et la possibilité pour ce pays d'être gouverné dans l'efficacité. Ils sentent qu'il y a un risque de décrochage, que non seulement il y a un risque de décrochage, mais il y a un commencement de décrochage qui les préoccupe grandement, parce que bien entendu chaque Français est conscient des difficultés que pourrait avoir pour ses propres enfants un processus d'affaissement et d'effondrement du pays sur le plan économique et social. Et puis, ils sont aussi très sévères sur la classe politique. Ils sentent très loin par ses discours et ses comportements. Et ils aspirent à de la responsabilité, ils aspirent à un discours de vérité, et ils souhaitent que ceux qui s'adressent à eux avec considération et respect. Voilà ce que je ressens. Ces rencontres et ces échanges vous permettent de nourrir un projet. Vous vouliez rédiger un projet pour le pays d'ici l'été. Vous êtes toujours sur cette temporalité-là? Oui, je suis toujours sur ce calendrier-là. Est-ce que ce sera un programme? Je vais publier là dans quelques semaines un livre qui est le recueil des chroniques des bloc-notes que j'ai écrits dans l'opinion depuis maintenant 3 ans, et qui sont une succession d'éclairages et de prises de position sur un ensemble de sujets importants auxquels le pays a été confronté. Ça pourrait être un programme présidentiel? Je préfacerai ce bloc-notes, cette série de bloc-notes d'un texte qui sera une vision pour le pays. Et puis je mettrai ça à la contribution générale, enfin je soumettrai ça à l'approbation ou à la désapprobation, et ce sera ma contribution au débat, parce que je pense que ce qui compte dans les mois qui viennent, c'est avec à l'esprit une seule et unique question, je le redis, la préoccupation du pays, celle de l'intérêt national, d'essayer de contribuer au débat pour faire en sorte que nous puissions sortir de la crise. Est-ce que vous pouvez vous exonérer justement d'aller dans ces combats? Est-ce que vous pouvez vous exonérer de ce que vous avez exercé comme responsabilité? Moi, je ne m'exonère absolument de rien. Et ce sont plutôt un certain nombre d'acteurs de la classe politique qui essaient de faire en sorte, comme on l'a vu au moment des remaniements, que